Salut à tous, le podcast cette semaine est une présentation de la formation en ligne Comment aménager son véhicule ou sa mini-maison en 3D. Si vous faites partie de ces gens qui veulent faire les choses bien et qui ont comme projet de vivre ou de voyager avec leur van ou mini-maison, tiny house aménagée, vous pourriez être intéressé à suivre cette formation qui est très complète et très concrète et qui vous apprendra en quelques étapes comment modéliser un projet afin d'économiser du temps, de l'argent, des matériaux, du gaspillage. Donc, je vous conseille de jeter un œil là-dessus au lien dans la description de ce podcast si vous êtes intéressé. L'autre commanditaire n'est nul autre que la page Patreon de Ma Vie en Van. Merci à tous les nouveaux Patreons qui se sont inscrits à ma page sur patreon.com/mavieenvan et qui me permettent de produire ce podcast, entre autres, permettent aussi la production de contenu indépendant, l'organisation des festivals de films et de littérature chaque année, les projets d'édition, des éditions Ma Vie en Van et plein d'autres choses encore. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez contribuer et aussi avoir accès à plein d'autres exclusivités sur patreon.com/Ma Vie en Van. C'est parti pour le show nomade. Bonne émission. Quand j'ai osé faire mon changement de vie, il y a plus d'un an, il s'est passé tellement de choses incroyables que c'est là que j'ai réalisé que quand tu n'as pas de plan, tout devient possible. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Show Nomade, le podcast 100% vie nomade, présenté par votre ami Florent et enregistré sur la route, en direct de mon campeur. On se donne rendez-vous chaque lundi dans ce podcast pour parler de la vie nomade, de la vie en van, de la vie simple, de la vérité derrière les filtres Instagram, mais également pour partager des histoires et des réalités d'autres nomades partout dans le monde. Et d'ailleurs, cette semaine, mon invité s'appelle André Beaupré. C'est un nomade qui a tout quitté pour aller vivre à des milliers de kilomètres de là où je me trouve, un endroit aux conditions extrêmes et aux paysages lunaires, le Nunavut. Je ne vous l'ai jamais raconté, mais avant de vivre en van, avant de changer de vie, de tout quitter pour une vie de nomade sur la route, j'ai eu une décision à prendre parce que on m'offrait l'opportunité d'aller vivre au Nunavut, dans le Grand Nord, et s'offrait à moi deux choix. Donc, l'un était d'aller vivre là-bas, dans l'Arctique, et l'autre choix était de vivre dans mon véhicule et de voguer sur plusieurs continents, de devenir nomade à temps plein. Vous savez aujourd'hui quelle décision j'ai prise. Mon invité cette semaine, c'est assez drôle parce que c'est un peu l'inverse qu'il a fait. C'est un nomade, il se décrit comme un nomade volontaire en fait, c'est un concept que j'aime beaucoup. Et il a changé de vie, tout quitté, après avoir eu une existence professionnelle et personnelle très intéressante et dont on va parler dans ce podcast. Il a vendu tous ses biens et quitté tout pour aller vivre dans le Grand Nord, au Nunavut, à Iqaluit. Et donc je suis très heureux de l'avoir avec moi aujourd'hui pour qu'il nous raconte quelle est la réalité de vivre dans le Grand Nord, la réalité d'être un nomade volontaire, comme il se décrit. On a parlé de plein de sujets, comme d'habitude, pendant 1 heure, donc j'espère que vous apprécierez cet épisode parce que moi j'ai eu beaucoup de plaisir à enregistrer ce podcast et à discuter avec André Beaupré, le nomade volontaire. Salut André, comment vas-tu? Hey, ça va très bien, Florent. Toi? Ça va aussi, à part qu'on est un peu sous les feux de forêt là où je me trouve, mais bon, c'est temporaire et ça fait partie de la nature maintenant. Mm-hmm. Mais André, t'as étudié la géographie, Ouais. t'as été agent d'immigration, Exact. t'as voyagé et travaillé à beaucoup d'endroits, dont le Moyen-Orient, puis t'as tout quitté, Ouais. t'as tout vendu pour changer de vie à nouveau, et maintenant tu vis au Nunavut, dans l'Arctique. Donc si tu devais te présenter, j'aimerais en fait que tu nous racontes un peu ton histoire et ton parcours. Je sais pas trop par où commencer. Tu as parlé de géographie tantôt. Peut-être commencer, mettons, par mes études. Dans le fond, moi, je me suis intéressé, dans le fond, à l'anthropologie, plus le côté ethnologie. Quand j'ai étudié la géographie, en fait, c'est que je voulais être professeur de géographie au secondaire, ce qui m'a amené à commencer un deuxième bac en enseignement de géo-histoire. Mais c'est pendant ce deuxième bac-là que, dans le fond, j'ai découvert l'univers de l'immigration. J'avais eu à l'époque un contrat pour travailler au gouvernement fédéral comme agent d'immigration. Pour moi, initialement, j'avais vu ça plus comme un emploi d'été parce que le contrat coïncidait parfaitement avec ma saison estivale. Ouais. Mais je suis tombé en amour avec ce travail-là. J'ai vraiment adoré l'immigration. J'ai adoré aussi le volet être agent de la paix. Dans le vrai sens du terme. Tu sais, c'est pas de jouer aux policiers, mais c'est vraiment plutôt d'avoir à l'esprit la paix de la communauté dans laquelle on vit.
Et l'immigration, surtout ici au Canada, je veux dire, c'est essentiel. En fait, l'immigration, c'est partout essentiel, je pense, sur la planète. À la base, C'est les l'histoire de humains. notre humanité. Ouais. Oui, complètement. Je veux dire, depuis l'aube des temps, l'humain est un nomade qui voyage et, je veux dire, les millénaires, les millions d'années passent et ça demeure la même chose. Les humains sont encore très mobiles, bien qu'on s'enracine un petit peu plus Mhm. à différents endroits. Mais tout ça pour dire que j'ai adoré mon travail à l'immigration. J'ai travaillé pendant près de 21 ans au gouvernement fédéral. J'adorais ça. Dès le tout début, j'ai commencé déjà à enseigner l'immigration dès le début de mon travail au gouvernement. Puis j'ai adoré ça. Il y a eu des années que pour moi, c'était tout simplement un charme. C'était pas un travail d'aller au boulot. C'était vraiment une pure joie. Je veux dire, je me suis promené un peu partout au Canada pour Mhm. enseigner, puis j'étais très heureux. Enseigner, tu veux dire, c'est quoi quand tu dis enseigner l'immigration? Ouais, j'enseignais dans le fond comment appliquer la loi sur l'immigration. Fait que j'enseignais autant à des employés du gouvernement, tu sais, comme les agents de la paix, les agents d'immigration, ça pouvait être les policiers, les députés fédéraux, des partenaires, le barreau du Québec, tu sais, au niveau des avocats qui travaillent dans le domaine de l'immigration, OK. des commissaires de la CISR, qui est la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. C'est eux qui rendent des décisions sur si les gens sont des réfugiés ou non. C'est eux qui vont émettre des mesures de Mhm. renvoi. En tout Mhm. cas, fait que j'ai enseigné à plein de monde, d'un océan à l'autre. J'ai beaucoup aimé ça. Ça m'a permis de voyager. Et enseigner, je dois dire, c'est vraiment c'est une passion. Tu sais, partager ses passions, c'est la chose la plus belle, je trouve, qu'on peut faire dans la vie. Alors, ça y a eu des années qui ont été merveilleuses pour moi. Mais la vie fait en sorte des fois que le X sur lequel on se trouve se déplace. Puis, dans le fond, il y a plusieurs années, il y a eu une réforme au gouvernement. Le gouvernement a eu la décision, pris la décision, en fait, de retirer peu à peu les cours en personne et de les convertir beaucoup en des cours en ligne. Et malheureusement pour moi, les cours que moi j'enseignais sont devenus des cours essentiellement en ligne ou Ouais. des cours hybrides qu'on appelle, à moitié en ligne, à moitié en classe. Ce qui a fait en sorte que je me suis ramassé à ne plus enseigner, à être pris entre quatre murs de cubicules, à répondre des questions par courriel. Et ça a été le début de ma mort, parce que moi, j'ai appris avec le temps que pour être heureux, j'ai besoin d'être avec les gens, d'être en interaction avec les gens. Et n'ayant pu ça, ben là, c'était le début de ma mort. Et c'est pour ça que, il y a quelques années, j'ai eu l'idée de changer de carrière, bien que les conditions fédérales étaient excellentes. J'avais le goût de faire autre chose. J'avais le goût d'aller dans l'humain. Et j'ai découvert complètement par accident un programme qui s'appelle le coopérant interculturel. C'est une technique, en fait, qui se donne au Cégep des Rivières-du-Loup. Alors, j'ai fait ça en 2017 avec l'idée que ce serait le point de départ pour quitter mon emploi au fédéral. Chose que j'ai fait après, parce que après avoir fait ces études-là, ben, mon premier contrat, j'ai été travailler en Palestine euh, comme coopérant. En fond, je travaillais pour Oxfam. J'ai été là comme conseiller technique, qu'on appelle. Mhm. Puis là, ça a été vraiment, OK, ouais, c'est là que j'ai vraiment réalisé que oui, c'est ça que je veux faire. Je veux travailler dans l'humain, je veux voyager, je veux travailler de façon, comment dire, comme entre amis, à partager des projets communs et de bâtir quelque chose ensemble. Au fédéral, c'est pas tout à fait ça. Dans le fond, on applique une loi, tu sais, c'est un petit peu plus policier comme genre de travail. Ouais. C'est moins humain. Ouais. Ouais, c'est ça. J'avais le goût d'aller. Tu sais, c'était humain, mais j'avais le goût d'aller de l'autre côté du miroir, là où ce que tu peux te serrer la main, devenir ami, puis travailler ensemble sur des projets. Je veux dire, au fédéral, tu sais, tu dois être professionnel, tu dois rester distant un peu des clients avec qui tu travailles. Mhm. Mais aller dans un milieu plus humain où ce que on peut se permettre d'être amis, puis d'aller pas juste faire un travail ensemble, mais aussi d'avoir une vie humaine épanouie, mais bien en dehors du travail ou au travail aussi. Alors, c'est ça, ça a été le point de départ. Puis c'est pour ça que, dans le fond, l'an dernier, en 2019, j'ai remis ma démission au gouvernement du fédéral. C'est là aussi que j'ai décidé de... c'était aussi un changement pour se rapprocher de mes valeurs. Puis, entre autres, l'année passée, j'avais décidé que pour moi, la valeur financière, c'était quelque chose que je voulais mettre de côté, que je voulais mettre à la poubelle, puis que je voulais remplacer par des valeurs humaines. Et dans ce cheminement-là, ben, pour moi, mon rêve, ça serait d'être capable de vivre sans argent, idéalement.
La Mhm. transition est très difficile. N'importe qui peut le deviner que c'est tout un défi d'essayer de vivre sans argent. C'est Surtout quand tu hyper... viens du gouvernement, d'un emploi au gouvernement, c'est Mhm. très, très confortable. Moi, Mhm. je parle beaucoup de la conception de confort dans notre travail ou dans notre condition humaine qui nous Mhm. empêche parfois de faire des choses, de changer de vie, Ouais. parce que c'est ça qui nous tient parfois. Hein, t'as les Ouais. avantages sociaux et encore plus, je pense Mhm. que tu étais le mieux placé pour en parler. Donc, ça prend de Mhm. la force hein, pour se sortir Mhm. de ça, même si, Ah comme ouais. tu le disais, c'était une petite mort et dans le fond, Mhm. tu n'avais pas le choix non plus. Tu te sentais comme s'il fallait que tu fasses quelque chose, même si Ouais, tu ouais. étais payé et que tu avais des très bonnes conditions. Oui, ouais, 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 effectivement. Mais tu sais, moi, je me souviens, j'avais un collègue de travail qui disait à l'époque, parce que tu sais, quand j'ai remis ma démission, il y a eu un peu toutes les réactions. Il y en a qui Ouais, étaient complètement sous le choc que je quitte. Il y en a qui pensaient que j'étais fou. Mais il y a aussi des gens qui ont osé me dire, t'oses faire ce que j'aimerais faire, mais je suis pas capable de faire. Je me souviens, un de mes anciens collègues, il me disait, on est dans une cage dorée, puis c'est difficile d'en sortir. Puis ça ouais. résume bien ce que tu dis. Tu sais, les conditions sont excellentes, fait que il n'y a pas beaucoup de monde qui ose quitter de ça, mais il y en a quand même. J'en connais personnellement aussi qui ont osé faire ce saut-là. Et comment est venue cette envie de s'en aller dans l'Arctique? Ah, dans l'article, ça c'est drôle. C'est un vieux rêve en fait que je réalise enfin. Parce que dans le fond, ça fait très longtemps que j'avais le goût de venir dans l'Arctique. Mais ce qui est drôle, c'est tu sais, tu regardes, tu sais, parce que c'est très dispendieux de venir dans l'Arctique. Juste vous donner une idée, tu sais, j'ai Ouais. voyagé beaucoup, puis c'est arrivé souvent par le passé. Tu regardes la valeur des billets d'avion, puis tu te dis, tu préfères un voyage autour du monde, ça coûterait moins cher. Tu sais, c'est aussi fou que ça. Tu sais, Ouais, te donner ouais. un exemple, Avoir quand une je... maison là-bas aussi. Ah oui, là, aller ici, le prix des maisons, ça n'a juste pas de sens, là. Je veux dire, une cabane en ruine, ça commence à un demi-million, là, tu sais. Ça n'a juste pas de sens, tu sais. Fait que c'est très dispendieux. Mais tu sais, t'as donné une idée, quand je suis arrivé au Nunavut, mon billet d'avion, c'était Montréal-Iqaluit. J'avais une petite escale à Coudjouac, dans le Nunavik, au nord du Québec. C'est quand même un vol qui n'est pas si long, là. On parle de 3 heures de vol, à peu près. Et pourtant, seulement l'aller, c'était 1500 $. Ah, Puis, tu sais, faire une analogie, ça, c'est seulement l'aller, c'est même pas le retour, ouais. seulement aller. Puis, donner un exemple, dans un des voyages que j'avais fait, j'avais été en Asie, j'avais été au Vietnam, aller-retour, ça me coûtait même pas 1500, tu sais. Ouais, Puis pourtant, c'était 25 heures de vol, aller, 25 revenir, tu sais, c'est juste fou, là. En tout cas, tout ça pour dire que l'année passée, j'avais décidé que peu importe que je viendrais dans l'Arctique. Puis c'est ça, de fil en aiguille, j'ai finalement trouvé une occasion de venir ici qui est hyper humaine. Dans le fond, là, moi, je travaille dans une école ici à Iqaluit. Puis je travaille avec des jeunes. C'est une école qui m'a très étonné. C'est une école francophone, la seule de toute le Nunavut. Et on a des jeunes, dans le fond, de la maternelle jusqu'à la 12e année. Donc, l'équivalent de cégep première année. Et c'est vraiment bien parce que le travail que moi j'ai, c'est un travail d'animateur. Donc, je travaille avec tous les niveaux. On a plein de projets. C'est hyper dynamique. Je dois t'avouer que ma première année, l'année passée, ça a été une révélation. Travailler avec les jeunes, je veux dire, ils nous enseignent sans qu'ils sachent. Ils nous enseignent énormément. Puis moi, ça a été une excellente année. Puis j'ai eu l'heureuse chance de pouvoir rester une deuxième année avec eux. Puis là, tu vois, ça fait déjà une semaine et demie qu'on a commencé, puis là, on a déjà plein de beaux projets pour cette année. Je pense que ça va être une excellente année, cette année. Ah, Vraiment. super. Ouais. J'avais l'impression, en lisant un peu ce que tu faisais, en écoutant aussi ce que tu faisais, qu'il y avait cette importance pour toi de créer une sorte d'appartenance à une communauté. Et tu as commencé un Mhm. programme multimédia, je pense. Tu avais genre converti une salle de classe en salle de tournage et de création de contenu et Ouais, tu encourages les jeunes à créer du contenu. ouais, Et, euh, et c'est ça, ouais. pourquoi c'est important pour toi? Enfin, est-ce que ce serait dans ta liste des choses importantes? Appartenir, avoir un sens et appartenir à une communauté, c'est important pour toi? Ouais, c'est important. Puis, tu sais, je crois que l'humain, tu sais, bien qu'on est depuis l'aube des temps nomade, on est également un être grégaire, dans le sens que on est fait pour vivre ensemble. Mhm. Et on a besoin les uns des autres. Puis je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, malheureusement, pour 100 millions de raisons, on est devenu une société un petit peu plus
individualiste, Mhm. un petit peu plus laissé à soi-même. Et on a perdu au fil des années, des décennies, cet esprit de communauté, cet esprit de partage, cet esprit de collaboration, cet esprit de synergie où ce que les sommes des parties est plus grande que la somme de chacune des individus. Ouais. Moi, je crois beaucoup à 1 + 1 = 3, puis je veux dire, je le vois ici dans la dynamique qu'on vit. C'est clairement une réalité qu'on réapprivoise. Puis je pense que aussi l'Arctique ici, le Nunavut, moi, je suis complètement tombé en amour avec l'Arctique pour plein de raisons. Tu sais, déjà au niveau de la nature, je sais pas comment expliquer ça, mais moi, marcher dans la toundra ou sur la banquise, je suis le gars le plus heureux du monde. Je veux dire, c'est incroyable à quel point l'Arctique m'interpelle. J'ai de la difficulté à moi-même saisir pourquoi, mais c'est incroyable. Je sens que ici, tout est possible. J'aime beaucoup aussi la façon d'être des gens qui vivent ici. Ici, on a l'agréable chance de revoir des enfants jouer dehors avec rien. Ça fait bizarre à dire, mais tu sais, quand j'étais enfant, on était capable de jouer dehors avec des brindilles puis des cailloux. Puis on dirait qu'avec le temps, ça s'est perdu. Les jeunes de notre monde moderne, c'est tout prédigéré. Je veux dire, on a des films, des jeux vidéo, tout ça. Toute Ouais. la créativité est comme perdue un peu. Mais là, de revoir que les jeunes peuvent s'amuser avec peu, puis qu'ils jouent dehors, puis ça, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup aussi, une autre chose que j'aime beaucoup ici, c'est de pouvoir se permettre de penser autrement. Ici, on voit des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Je veux dire, moi, quand j'étais au Québec, j'ai jamais vu quelqu'un arriver à l'école avec un phoque qu'on va mettre sur un carton, puis qu'on dépece, puis qu'on mange, tu sais. Mhm. Fait que c'est des choses uniques. Puis ici, les valeurs inuites aussi, c'est hyper touchant. On est vraiment dans des valeurs fondamentales de l'humain. Puis on comprend en fait que leurs valeurs étaient essentielles à leur survie. Tu sais. Je Ouais. veux dire, l'Arctique, c'est un milieu qui est hyper hostile. Je pense que c'est aussi étrangement quelque chose qui m'interpelle beaucoup ici. Parce que l'hiver, si tu vas prendre une marche dans la toundra, ta vie est en danger. Je veux dire, si tu es stupide, tu peux en mourir parce que les froids ici, le climat peut changer en l'espace de 5 minutes. Tu peux partir, s'il fait beau, puis 5 minutes après, tu es dans un blizzard, puis tu Mhm. peux mourir d'hypothermie ou d'engelure. Alors, c'est pas banal, tu sais, je veux dire, les températures peuvent chuter. Les plus froids que j'ai vus l'hiver passé, ça a baissé à -58. À -58 degrés Celsius, s'il y a du vent, en l'espace de quelques minutes, vous pouvez être gelé si vous êtes mal habillé. Fait que ça devient se reconnecter avec notre vulnérabilité humaine où ce que là, on se remet à notre place, tu sais. C'est relié un peu à ce que tu disais plus tôt sur Mhm. la technologie, tout ça, parce que finalement, l'individualisme et Mhm. la technologie, ça va un peu ensemble. Et d'être moins connecté, que ce soit à cause des éléments qui t'obligent à, quand tu vis reculé, eh bien, tu vas avoir une connexion qui est différente que si tu vis en ville. Mhm. Et aussi, comme tu disais, d'avoir Ouais. la connexion aux éléments par rapport à ce qu'on mange aussi, par rapport à comment on Mhm. consomme, comment on vit, Ouais. comment on se chauffe, comment toutes les Ouais. choses de la vie. Mais ça Mhm. crée cette vulnérabilité, elle encourage beaucoup la coopération, puis parce que dans le fond, c'est en nous, mais on l'a oublié, et c'est comme si plus la vie va, plus la plupart du monde veut se déconnecter de cette condition humaine qui est Mhm. qu'on devrait être proche de la Terre et être en symbiose avec la Terre et tout. Mhm. Puis c'est un sujet assez intéressant. Et en fait, je me demandais aujourd'hui, c'est quoi les relations entre les communautés au Nunavut? Est-ce qu'il y a un gouffre entre les groupes ethniques et sociaux? C'est quoi, mettons, à Iqaluit, la réalité? Ben, étonnamment, ici à Iqaluit, c'est vraiment une métropole multiculturelle. Ah C'est ouais. assez étonnant, mais c'est assez frappant quand on arrive à Iqaluit, qui est la capitale du Nunavut. Ici, la population tourne autour de 8 000. Et sur ce 8 000-là, il y a à peu près 60% d'Inuits et Mhm. 40% de gens qui viennent d'ailleurs. Et dans les gens qui viennent d'ailleurs, ben, on a bien sûr beaucoup d'anglophones du reste du Canada. On a aussi, étonnamment, une belle petite communauté francophone ici à Iqaluit. On Ah parle ouais. de entre 400 et 800 personnes qui Ouais. sont francophones ou francophiles. Mais aussi, étonnamment, on a aussi beaucoup d'immigrants
Comme par exemple, ici, il y a une bonne communauté africaine, Ah ouais. communauté arabe aussi, puis même une communauté asiatique. C'est quand même assez étonnant. Moi, je fais juste regarder à l'école des Trois Soleils, où Mhm. est-ce que je travaille. Puis je vous dirais, il y a peut-être un petit peu moins d'un tiers que c'est des Inuits, un autre tiers que c'est des francophones, par exemple Québec, Nouveau-Brunswick et ailleurs, puis l'autre tiers que c'est des enfants d'immigrants. Fait que c'est quand même étonnamment, pour ici, à l'Arctique, d'avoir une communauté aussi diversifiée. C'est quand même assez intéressant. Ouais. Il y a quand même des relations mélangées entre tout ça, mais je dois dire que moi, je milite beaucoup pour tisser encore plus de liens entre les communautés. Les communautés inuites sont très accueillantes. Moi, en tout cas, cet été, justement pour une de mes émissions de radio qui s'appelle Nomade Boréal, je fais des expéditions dans la toundra, sur la banquise, tout ça. Puis la saison 2 que j'ai enregistrée cet été, je me suis amusé à explorer la terre de Baffin, l'île de Baffin, qui est comme Mhm. la plus grosse île du Nunavut. C'est en fait la cinquième plus grande au monde. C'est énorme, il y a une grande diversité et moi, ce qui m'a touché à chaque fois que j'arrivais dans une nouvelle communauté, c'était l'accueil hyper chaleureux des Inuits. Euh, j'ai vraiment senti que les Inuits étaient très accueillants, très curieux aussi. Je sais pas, moi j'ai adoré mes rencontres. Ouais. Ici à Iqaluit, il y a un petit mélange, mais on voit aussi chez les Inuits, il y en a qui vont être très ouverts, comme j'ai vu dans les autres communautés, mais il arrive aussi des fois où ce que tu sens un genre de fossé un peu. Parce Mhm. que ce qu'on voit à Iqaluit, une grosse différence, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent du sud, qui viennent ici pour du travail. Et quand ils viennent ici pour le travail, généralement, c'est des travails qui sont excessivement bien rémunérés, avec d'excellentes conditions, chose que parfois les Inuits n'ont même pas. Ouais. Alors, ça crée un fossé Donc, parfois. des gens qui viendraient pour juste genre quelques mois puis repartir Ouais. ensuite, c'est-à-dire qu'ils veulent pas créer, bâtir quelque chose. Ben ouais, il y a un peu un mélange de tout ça, tu sais. Ouais. Mais effectivement, il y en a qui vont venir ici puis qui vont travailler tellement qu'ils n'ont même pas le temps d'explorer puis de rencontrer les gens. Fait qu'il y en a qui vont, tu sais, moi je connais des gens, ils ont 3 emplois différents. Fait Wow. qu'eux, tu sais, ils travaillent beaucoup. Donc ils n'ont pas le temps de socialiser, de rencontrer, d'aller marcher dans la toundra. Je veux dire, ils travaillent excessivement. Alors ça, c'est une facette qu'on voit. C'est pas tout le monde qui sont comme ça. Moi, je me souviens quand je suis arrivé ici, les anciens, ceux qui sont ici depuis plus longtemps, ils disaient qu'il y a 3 types de personnes qui viennent dans l'Arctique. Puis une de celles-là, c'était ceux qu'eux appellent les gens qui viennent ici pour faire de l'argent. Fait que ça peut être très payant, travailler dans les mines ou autre. Mais après ça, on a ceux qui viennent ici. Ce qu'on me dit, là, les plus anciens disaient, le deuxième groupe qu'on voit, c'est des gens qui fuient quelque chose, tu sais, qui Hmm. viennent ici pour diverses raisons, que ce soit tu sais, personnel, des problèmes sociaux ou autres, qui viennent ici. Et il y a un troisième groupe que c'est des gens plus explorateurs, qui veulent découvrir l'Arctique, qui veulent découvrir les Inuits. Et puis c'est ça. Puis des fois, on peut voir aussi un peu un mélange de ces trois-là. Mhm. Mais ça, c'est des choix personnels. Ça, je juge pas ça. Tout le monde a ses propres raisons. Puis, si tu vois, c'est drôle parce que cet été, justement, dans mon émission de Nomade Boréal, j'ai créé plusieurs nouvelles chroniques. Puis, il y en a une, entre autres, que j'ai appelée Oiseaux migrateurs. Puis, dans cette chronique-là, je fais une entrevue avec des gens qui ont décidé de migrer ici au Nunavut, que ce soit de façon temporaire ou permanente. Puis c'est intéressant de comprendre l'histoire derrière les différentes raisons pour lesquelles les gens viennent ici. Et je dois vous dire que c'est une chronique que j'aime beaucoup. C'est Ouais. hyper humain, c'est vraiment touchant. Les gens se dévoilent, c'est magnifique. Tu parlais un peu du voyage comme fuite. Toi, c'est quoi ta vision du voyage? C'est quoi que t'aimes dans le voyage et Hmm. ton expérience? Ouais, moi, ma façon de voyager, c'est vraiment issu de mes premières études, mes premières amours aux études, dans le sens que mes premières études, j'ai faites à l'université, ben, même j'ai découvert ça au cégep, c'est l'anthropologie. Donc, l'anthropologie qui est l'étude, dans le fond, des humains dans son sens large. On a comme plusieurs domaines dans l'anthropologie. Il y a ce que le monde va connaître plus, c'est l'archéologie, tu sais, le passé préhistorique, tout ça, les artefacts, tout ça. Ouais. Mais moi, le domaine qui m'intéressait le plus, c'est l'ethnologie. Dans le fond, la richesse des cultures. Et puis, dans les premières choses qu'on apprend en anthropologie, c'est la beauté de la diversité. Puis de constater, quand on regarde la variété des cultures, on peut voir que dans certaines cultures, ce que eux aiment va être l'opposé d'une autre. Tu sais, comme des choses qui vont être prohibées dans une culture vont être permises dans une autre, et inversement. Et finalement, ça finit par te donner un sens que
Dans le fond, tout est possible. Il n'y a rien de bon ou de mal, c'est simplement le regard que tu portes dessus. Bien sûr, il y a des choses qui sont comme communes, qui sont universelles. C'est sûr que tuer universellement, c'est réprimandé, c'est mal vu. Ça, il y a des choses comme ça qui sont immuables, mais on peut voir que les autres choses, comment tu manges, comment tu te vêtis, c'est des détails qui sont simplement une couleur. C'est comme, pour moi, voyager, c'est comme découvrir la richesse de la diversité. Puis pour moi, voyager, c'est vraiment plus avec un regard d'explorateur qui veut apprendre des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de voir le monde. Pour moi, plus que je peux ouvrir mon regard sur des choses différentes, euh, plus que ça me nourrit, plus que ça m'enseigne énormément. Je veux dire, chaque voyage m'a enseigné plein de choses à tellement plein de niveaux, que ce soit au niveau humain, au niveau physique ou autre, ou il y a vraiment toutes les facettes qui y touchent. Je pense qu'il n'y a pas un voyage que j'apprends pas. Puis quand on ose sortir des sentiers battus, c'est là qu'il se passe les plus belles choses. Puis c'est pour ça que ça fait très longtemps que moi, je me fais un honneur de sortir des sentiers battus, aller là où il n'y a pas de sentier, justement. Puis peut-être que probablement que c'est justement une des raisons pour laquelle la toundra, j'adore ça. Parce qu'ici, il n'y a pas de sentier. Ouais. Les sentiers se créent à chaque pas que tu poses parce que c'est unique. Tout sentier ici va être unique parce que tu vas passer là, mais qui va repasser dans tes pas, peut-être jamais. Tu sais. Alors, tu crées ton propre chemin, puis ça, c'est clairement quelque chose que j'aime beaucoup. Puis aussi, tu sais, comme entre autres ici au Nunavut, je me reconnecte avec l'humain fondamental dans lequel on est, dans notre corps, dans notre esprit, dans notre corps, notre âme. C'est comme, tu sais, tantôt tu parlais, tu sais, qu'on peut délaisser, par exemple, l'agriculture. Tu sais, quand on vit en ville, par exemple, on délaisse facilement ça parce qu'on fait un travail puis on se jette notre nourriture préemballée, tout ça. On a perdu des fois ce contact avec la production ou l'origine des aliments qu'on Ouais. consomme, qui nous nourrit, qui fait qu'on a un corps. Et c'est étonnamment, dans l'Arctique, c'est comme un désert blanc, mais en réalité, moi, je redécouvre la richesse de pouvoir cueillir moi-même les plantes que je vais Ouais. cueillir puis que je vais manger. Tu sais, cet été, j'ai fait beaucoup d'expéditions, ça tournera, puis j'ai appris énormément. Il y a des femmes inuites qui m'ont montré des plantes que je peux manger, que ce soit la fleur, la feuille, les racines, des plantes que je peux utiliser pour faire du feu, pour m'abreuver. Puis je veux dire, ce que j'ai appris cet été, c'est une richesse incroyable. Puis je suis dans un milieu qu'on considère, en guillemets, presque désertique. Il Mhm. y a très peu de variétés florales, mais pourtant, il y en a une qui est énorme. Il faut juste la voir. Elle est juste différente, mais ça aiguise le regard de voir la nature autrement. Puis je te dirais, déjà cet été, il y a des plantes que j'ai appris que dans certains cas, ils m'ont sauvé la vie cet été. Tu sais, je veux dire, j'ai pu m'abreuver par des plantes alors qu'il y a eu des Ouais. journées que je trouvais pas d'eau. Euh, Puis, tu sais, je veux dire, c'est de se reconnecter avec notre propre pouvoir de subvenir à nos propres besoins. Ça c'est quelque chose qui me plaît énormément. Là. Ça me fait penser à quelque chose que tu disais sur le désert blanc, c'est que je trouve qu'avec l'expérience, les plus beaux voyages et les plus beaux paysages, en fait, c'est pas nécessairement la montagne avec le lac, avec les grandes forêts boréales ou la plage, c'est quelque chose que tout le monde apprécierait, mais il y a une certaine Mm. subtilité dans les déserts ou dans les prairies ou dans les écosystèmes qui, si tu Mm. les regardes avec une échelle, à grande échelle, ça a l'air qu'il n'y a rien là-dedans, c'est plat, c'est pas intéressant, mais il y a beaucoup plus de puissance dans ces paysages-là parce quand il vit, quand tu les apprends, et ben, tout d'un coup, il y a un monde entier qui s'ouvre. Puis je crois que c'est beaucoup plus fort que quelque Mhm. chose qui est comme un Mhm. paysage de carte postale qui se donne à toi et tu n'as besoin de rien pour l'apprécier. Mhm. Et c'est assez intéressant, Ouais. ça, cette subtilité. Ici, l'autre chose aussi qui est intéressante, c'est que dans la toundra, il n'y a pas d'arbres. Alors, quand on marche dans la toundra l'été, par exemple, euh, toutes les plantes sont à nos pieds. Tu sais, ils dépassent rarement la cheville ou le genou. Tu sais, si tu as une plante qui dépasse le genou, c'est exceptionnel. Mais ce qui est drôle, c'est que quand moindrement tu te penches et que tu regardes le sol, il y a une variété incroyable, tout comme on pourrait retrouver dans une forêt. Tu sais, je regarde juste par exemple en ce moment, ici c'est l'automne, comme ailleurs au Canada, mais nos forêts magnifiques du Québec ou ailleurs au Canada qui sont en couleur, ben ici on a la même chose, mais
ça couvre le sol. Ouais. Alors, on a les mêmes teintes magnifiques, flamboyantes, mais c'est au niveau du sol. Puis on réalise ici avec notre regard qu'en fait, on est des géants qui marchent sur des forêts. Il faut repenser notre regard sur la nature différente. Puis quand on se penche, puis qu'on se couche à terre, puis qu'on regarde, il y a des forêts sous nos pieds qui sont incroyables. Il y a une vie qui est là. Puis qui ici, étonnamment, la toundra, elle est gorgée de fruits. C'est incroyable la variété de petits fruits qu'on trouve. Ouais, de baies. Puis... Ouais, ouais, c'est fou, là. Il y a des baies qui survivent à l'hiver. Ah ouais. Ça, mettons, comment tu t'y... pour avoir ces connaissances-là, ce savoir-là, c'est toi qui vas vers certaines personnes que tu vas rencontrer grâce à ton travail ou comment tu fonctionnes pour essayer de t'intégrer dans cet environnement-là? Ouais, c'est un mélange de beaucoup de choses. Tu sais, je lis, je rencontre des gens, j'essaie de saisir toutes les opportunités qui sont bonnes pour pouvoir rencontrer l'autre. Puis par exemple, te donner un exemple. Cet été, il y a un petit parc territorial qui est ici à Iqaluit. Et cet été, ils ont eu l'idée de créer, ben, ils l'ont fait les années passées, mais ils ont donné des petits ateliers d'initiation un peu à la culture inuit. Hmm. Puis j'ai trouvé ça super intéressant. Moi, quand je me suis présenté à plusieurs de ces ateliers-là, je m'attendais à ce que ce soit essentiellement des gens d'ailleurs, tu sais, qui vont là pour découvrir la culture inuit. Mais ce qui m'a touché, c'est qu'on était très peu de gens du Sud. Il y avait beaucoup des Inuits eux-mêmes qui étaient à ces ateliers-là. Ouais. Puis ça m'a permis de rencontrer plein d'autres Inuits. Puis quand je partageais mon intérêt pour leur culture, connaître la toundra, les plantes, tout ça, sérieux, c'est arrivé tellement plein de fois que quand je disais ça, ah, ben là, les gens se faisaient un plaisir, ah ben viens, je vais te montrer des trucs. Puis là, on partait dans la toundra, puis ils me montraient des plantes, puis je veux dire, c'est... Puis plus que j'en apprends, ben plus que j'en sais, plus que j'en sais, plus que j'ai goût d'en apprendre, plus que Ouais. c'est ça. Puis là, les gens aussi, je me fais de plus en plus d'amis inuits, puis là, ils savent, puis tu sais, à chaque fois que je les revois, ils se font un plaisir de me montrer d'autres plantes, fait que c'est Ah, vraiment c'est beau, intéressant. hein. Parce que je crois que les cyniques, ils lèvent tout le temps les yeux quand on parle d'aujourd'hui la célébration de la diversité ou de certaines cultures, mais je crois que on a tellement passé, notamment à cause ou en partie dû aux Européens qui ont colonisé tout ce continent et qui ont un peu amené les idées d'Europe parce qu'il y avait plus de place en Europe, donc ils sont venus ici pour faire ce qu'ils avaient à faire sans penser que des gens vivaient déjà là. Mais aujourd'hui, il y a une sorte Mhm. de... On reprend conscience qu'il y a une vraie richesse dans la diversité et dans les peuples originels qui vivent avec ces éléments-là depuis des millénaires. Et je crois que c'est une belle chose Mhm. parce que ça permet en soi à la fois de s'ouvrir ses horizons, d'apprendre à vivre dans ce continent où on vit, peu importe la région où on vit en fait, et à la fois pour les gens qui sont originaires de ces peuples-là de s'émanciper un peu parce qu'on leur a dit pendant tellement d'années que la seule culture qui vaille, c'est la culture de la technologie, la culture de l'homme blanc, etc. Et je pense que c'est une belle chose. J'avais un ami qui était paramédic au Nunavik, donc pas au Nunavut, mais dans la partie québécoise de l'Arctique. Mhm. Et il me disait que c'était assez drôle comment, quand les premiers missionnaires blancs sont arrivés dans le Nord, dans le Grand Nord, ils ont réalisé que les peuples inuits, ils vivaient vraiment en phase avec ce désert blanc. Mais eux, ce qu'ils ont apporté, c'était Mhm. l'idée que tout ça, ça t'appartient et tu peux en faire ce que tu en veux. Alors que à la base, c'est tu vis avec, donc c'est dans ton intérêt de le protéger et de vivre en Mhm. symbiose avec. Ouais. Mais il y a notre vision un peu européenne ou je sais pas, productiviste qui voit dans toute ressource une Mhm. exploitation potentielle. Et je pense que c'est beau Mhm. aujourd'hui ce que... Ah ouais, je suis d'accord. Puis je veux dire que c'est vraiment drôle comme ce que tu décris là, on le constate ici Ah ouais. complètement. Tu sais, je veux dire, je te dirais, la majorité des femmes inuites qui m'ont montré, ben, il y a eu des hommes aussi qui m'ont enseigné des plantes comestibles ou médicinales dans la toundra ici. Je te dirais, dans tous les cas, à chaque fois qu'ils m'ont montré des plantes, peu importe qui c'était, je parle des Inuits, là, que ce soit des femmes ou des hommes, ils m'ont toujours dit la même chose. Cueille seulement une partie, ne cueille jamais tout. Tu sais, autrement dit, si tu vas cueillir, je sais pas moi, de la camerise noire, ben, Ouais. prends-en, mais laisse-en pour que les graines puissent continuer à se Ouais. propager. Tu C'est sais, pas si parce t'as... que c'est là qu'il faut tout prendre. Ouais. Ouais, exact, parce que tu veux qu'il y en ait pour quand tu vas revenir, puis pour les autres, puis tu sais.
parce que c'est une richesse, tu sais, à protéger. Puis ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Puis l'autre affaire qui est intéressante aussi dans la culture inuit, la notion de propriété est complètement différente. Ah ouais. Tu sais, eux, par exemple, s'ils vont à la chasse ou à la pêche, quand ils reviennent à la communauté, au village ou en ville, ils vont partager le fruit de leur chasse. Ils vont partager, par exemple, s'ils ont eu un caribou, ils vont aller le partager avec des aînés, avec des familles. Puis ça, cette notion de partage-là, moi, ça me touche beaucoup. Ici, par exemple, tu ne peux pas posséder un terrain. Hmm. Alors, tu peux te construire une maison, mais le terrain ne t'appartient pas. Fait que c'est la terre, tu sais, c'est la terre mère qui appartient à tout le monde. Puis ça, c'est une affaire qui est comme banale, mais il y a quelque chose de beau là-dedans, tu sais, Ouais, quand ça tu vois que responsabilise la tout le terre, monde, en elle fait. appartient à tous. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Et Mais donc, bon, t'en- il y tu, a quand même des problèmes, mais ouais, c'est quoi les problèmes certains? Parce que je veux pas vas-y. qu'on dresse non plus une image très idyllique Non, et qu'on ait... C'est aussi la vision ouais, qu'on ouais, peut parfois donner de «Oh, ils vivent en symbiose avec la nature». ouais, ouais. C'est quoi certains défis quand tu vis là-bas, toi, en tant que toi-même, mais aussi les défis des communautés Mhm. en Arctique? Ben, je te dirais, c'est sûr que les Inuits, tu sais, dans leur passé un peu colonial, tu sais, je veux dire, le Canada a quand même fait une colonisation de l'Arctique, là, pour des raisons politiques, là. Tu sais, habiter le Nord pour des questions de géopolitique, là, tu sais, Ouais. de pouvoir Et de montrer une ressources présence naturelles. canadienne dans l'Arctique. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que tu sais, le gouvernement canadien dans le passé, il a comme sédentarisé les Inuits, qui étaient à la base un peuple nomade. Je veux dire, en ce moment, je suis en train de faire un cours à l'Université de Laval, puis tu sais, on voit vraiment très bien, tu sais, dans ce cours-là, on parle de l'anthropologie de la culture inuite, puis on voit très bien que, tu sais, dans le fond, de tout temps, les Inuits étaient très nomades, et leur sédentarisation a provoqué des grands changements, des traumatismes aussi dans certains cas. On a tous entendu, ou beaucoup de monde a entendu parler des écoles résidentielles, Ouais. où ce que à cette époque-là, le gouvernement, pendant des décennies, ont été prendre les enfants inuits dans les villages, puis les ont amenés dans les communautés du Sud pour les placer dans des pensionnats, pour complètement, entre guillemets, les formater. Je veux dire, on changeait leurs vêtements, on leur rasait les cheveux, puis on leur disait, vous n'avez plus le droit de parler Inuktitut, vous parlez seulement en anglais ou français. Fait qu'il y a eu une acculturation. Fait que ça a été violent pour la culture inuite. Puis les conséquences se voient encore aujourd'hui. Tu sais, quand on pense que les dernières écoles résidentielles ont été fermées en 1996, Ouais. c'est quand même récent. Là, on parle d'à peine 24 ans. C'est tout jeune. C'est Et quand même c'est incroyable récent encore. parce qu'on Puis commence aujourd'hui avec les écoles résidentielles maintenant, cette année particulièrement, beaucoup de- Mm, d'événements pour dresser, pas un trait sur ce passé, mais accepter et avouer que c'était du clair abus enfin, je sais pas quel mot utiliser mm, parce que c'était tellement atroce ce qui se passait enfin, sur la plupart de ces écoles-là. Mais ouais, c'est drôle que ça ait pris tant de temps à ce qu'on accepte, à ce que le Canada accepte de dire que il y avait des abus énormes qui ont été commis. C'est fou que mm, ce soit si difficile ouais, pour le gouvernement à avouer que c'était pas correct ce qui a été fait. mm, Moi, ça me fascine. ouais, ouais. Mais au moins, aujourd'hui, on voit qu'il y a plein d'initiatives pour que les Inuits s'émancipent, qu'ils retrouvent leur culture, Ouais, qu'ils retrouvent leur langue. Parce que je dois t'avouer qu'il y a une chose qui me frappe. Ici à Iqaluit, là, dans les autres communautés, ça on le voit moins. Dans les autres communautés, les gens parlent encore pas mal Inuktitut. Mais ici, à Iqaluit, il y a beaucoup d'Inuits qui ne parlent même pas Inuktitut. Fait ouais. qu'ils parlent beaucoup anglais. Puis ça, c'est comme, c'est étonnant. Moi, ça a été un constat qui m'a surpris quand j'étais arrivé ici de voir que les Inuits parlaient autant en anglais. Ouais. Mais par contre, il y a plein de belles initiatives. Je veux dire, il y a des organisations ici à Iqaluit que là, en ce moment, depuis quelques années, ils se sont donné comme priorité de ramener les Inuktitut chez Mhm. les Inuits. Donc, ils donnent plein de formations aux Inuits pour qu'ils se réapproprient leur langue et Ouais. par conséquent leur culture aussi en même temps. Parce que la langue, c'est un regard sur le monde. C'est une façon de Puis la penser, façon de ouais. parler a aussi une face. Exact, exact.
Puis je trouve ça très beau. Moi-même, j'ai une amie qui vient d'une famille exogame. Dans le fond, un exogame, c'est un des deux parents qui est Inuk OK. et l'autre qui va être soit francophone ou anglophone. Et puis c'est ça, moi j'ai une amie, elle parle seulement français et anglais, elle parle pas Inuk et tout. Puis l'année passée, elle a été s'est sélectionnée pour faire cette formation-là qui dure quasiment 1 an. C'est qu'à temps plein, c'est vraiment de l'immersion en Inuk et tout. Puis pour elle, ça a été une révélation parce qu'elle s'est fait des nouveaux amis inuits, elle s'est approprié sa langue, puis elle a une fierté d'être Ouais. Inuk beaucoup plus grande qu'elle l'avait avant. Elle se réapproprie sa culture, puis on le voit de plus en plus ici, il y a plein de belles initiatives. Alors, bien qu'il y ait eu un passé qui a été néfaste, en même temps, on voit que le phénix veut renaître, Ouais. que Une la semence reconnexion avec soi, prend dans ouais. la toundra. Ouais. Ouais. Fait que ça, c'est une beauté, tu sais. Fait que moi, j'ai espoir qu'à long terme, les Inuits vont réapproprier leur culture puis qu'ils vont s'épanouir. Mais d'ici là, c'est sûr qu'il y a encore un peu de chemin à faire, mais il y a tellement plein de belles initiatives. Ça, c'est cool. Mais bon, il y a quand même beaucoup de séquelles des écoles résidentielles, mais moi, j'ai grand espoir que l'avenir va être plus beau que ce qu'elle a déjà été. T'en parlais plus tôt, t'as un podcast qui s'appelle Nomade Boréal, où entre autres tu pars en rando dans la toundra, puis tu racontes beaucoup sur ton histoire personnelle, tu partages des leçons de vie que tu as apprises, tu discutes de plein de sujets sur le Grand Nord, le voyage. Comment ça t'est venu l'idée et l'envie de faire un podcast? Hmm. Ben, tu vois, moi ici, à Iqaluit, l'année passée, je travaillais comme moniteur de français. Puis en fait, je le fais encore cette année, mais puis ce qui est drôle, c'est que dans le rôle de moniteur de français, j'ai essentiellement deux rôles à titre de moniteur de français langue première. C'est de faire parler les jeunes en français. OK. Donc, utiliser sa langue pour avoir du plaisir. Fait que c'est n'importe quoi. On peut faire n'importe quoi. Là. On peut faire des projets, on peut faire des activités, des jeux, avoir des projets, réaliser un film, un court-métrage, la radio, tout ça. Fait que c'est le plaisir de la langue française. Puis le deuxième volet, c'est faire ce qu'on appelle la construction identitaire. C'est quoi être francophone? C'est quoi la culture francophone? Et dans notre cas ici, au Nunavut, c'est quoi être un franco-nunavois? Fait que dans le cadre de ça, j'ai eu l'idée l'année passée de toucher ce volet-là avec 2 émissions de radio. Dans le fond, Nomade Boréal, l'idée c'était, je réalisais dès quasiment mon arrivée ici qu'il y a beaucoup de gens, comme je te disais, qui travaillent beaucoup ou qui prennent pas le temps de découvrir l'environnement dans lequel ils vivent. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai créé Nomade Boréal pour faire découvrir ce qu'il y a ici. Que si on sort de la ville, parce que moi, il y a plein de gens que je connais qui n'ont jamais sorti de la ville. Mhm. Fait que ils sont Iqaluit puis ils n'ont jamais été marcher dans le Ah, toundra. c'est fou ça. Fait que c'est pour ça que ouais, c'est incroyable, hein? Mais c'est vrai que c'est intimidant aussi, la toundra. Tu sais, les ours polaires, je vais-tu Ouais. mourir, le froid, je vais-tu me perdre? C'est quoi les repères pour se retrouver? Tu sais, surtout quand c'est l'hiver, désert blanc, les nuits qui durent 20 heures. Tu sais, on est vraiment dans un univers un peu surréel ici. Mais pour moi, c'est une façon de partager ma découverte du territoire pour peut-être donner le goût aux gens de sortir des Iqaluit, de découvrir le milieu qui les entoure, de découvrir la culture inuite. Dans le fond, c'est de partager un regard sur le milieu. Puis pour moi, ça fait partie un peu de cette construction identitaire-là. Je suis quoi, moi, en tant que franco-nunavois? Je veux dire, je suis pas juste un francophone à Iqaluit, je suis un Ouais. francophone au Nunavut. Puis autour de moi, il y a des gens qui vivent ici, qui sont ici depuis des milliers d'années. C'est la moindre des choses de tisser des liens avec eux, puis de découvrir la richesse qu'ils peuvent nous partager, puis qu'on peut mutuellement se partager. Puis le territoire, bien sûr. Et en apprenant, Mm. en fait, c'est qu'en apprenant que tu peux respecter un endroit. Tu Mhm. parlais d'identité. L'expérience du nomadisme et de la migration, parfois, elle peut nous faire oublier notre origine parce on va s'adapter très vite aux endroits où l'on vit en tant que nomade et dont on fait partie. Ouais. Et si bien que ça peut amener une certaine confusion pour répondre à la question d'où tu viens. Toi, personnellement, arrives-tu encore à dire d'où tu viens ou c'est difficile aujourd'hui? Hey, j'avoue que c'est difficile. Parce que je réalise que, tu sais, moi, je suis né à Montréal, je suis né sur l'île de Montréal, mais ça fait une éternité que j'ai pas vécu à Montréal. Tu sais, je veux dire, la dernière fois que j'ai quitté l'île, tu sais, quand j'ai parti de l'université, ça fait très longtemps. Fait que ça fait plus de temps que je suis en dehors de l'île de Montréal que le temps que j'ai passé sur l'île. Alors pour moi, maintenant, l'ailleurs a plus d'importance dans ma vie
que là où je suis né. C'est pas que ça a plus d'importance, mais en fait de temps, j'ai passé plus de temps à l'extérieur de l'endroit où je suis né. Puis, mais quand on voyage, on s'enracine aussi un petit peu partout, puis ça finit par faire partie de notre histoire personnelle. Puis, je veux dire, on est comme un arbre qui, heureusement, a des jambes pour changer d'endroit et Ouais. s'enraciner ailleurs, puis se nourrir tu sais, de diversité, puis de pensées nouvelles. Mais c'est sûr que je vais foncièrement demeurer un Montréalais de souche, québécois, canadien-français. Mais c'est sûr que avec mes voyages un peu partout sur la Terre, je dois dire que je m'identifie de plus en plus comme un humain avant tout, de plus en plus. Puis la Parce, rencontre avec l'humain, avec l'autre, devient ma priorité, la chose qui m'intéresse le plus. Je veux dire, qui sommes-nous pour avoir choisi où l'on est? Tu sais, on est le fruit d'un lieu, mais en réalité, la Terre est pas mal notre oasis qui nous accueille. Quand on regarde l'univers qui nous entoure, je veux dire, la Terre, c'est notre seul oasis à la portée de main. et tu te décris comme un nomade volontaire. C'est quoi un nomade volontaire? Ouais, un nomade volontaire, ben, il y a plusieurs volets au côté volontaire. Ben, nomade, bien sûr, je me déplace. Mais le côté volontaire, c'est que ça implique deux idées. La première, c'est que c'est un choix. OK? C'est pas par hasard que je suis devenu un nomade, c'est un choix. Et le deuxième volet du volontaire, c'est que moi, j'ai fait le choix que l'argent n'est plus ce qui m'importe. Alors, volontaire, c'est dans le sens de bénévole. Là, alors, je Ah, donne de ok. mon temps. Bien que, à l'occasion, je peux avoir des contrats qui sont rémunérés, comme par exemple, en ce moment, travailler à l'école des Trois-Soleils. Euh, ben, mon salaire, pour moi, je le vois plus comme une subvention pour financer des projets. Ouais, Fait ouais. que, fait que c'est pour ça que, comme par exemple, les expéditions que j'ai faites sur la terre de Baffin cet été pour l'émission Nomade Boréal, ben, je l'ai financé avec cet argent-là. Mais c'est aussi des projets que je finance aussi. Par exemple, j'achète de l'équipement multimédia pour les jeunes, pour qu'on puisse faire de la radio, pour qu'on puisse faire des courts-métrages, qu'on puisse faire de la photo. Alors, l'argent que je gagne, je la réinvestis dans des projets dans ma communauté. Puis je crée des événements aussi. Tu sais, comme par exemple, quand je regarde ici à Iqaluit, tu sais, qu'on parlait tantôt de construction identitaire, ben, j'aime bien réaliser que, dans le fond, notre culture, c'est nous qui la bâtissons au jour le jour. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, au jour le jour pour bâtir une culture? Ben, c'est de créer, c'est d'inventer des nouvelles choses. Puis comme par exemple, l'année passée, j'ai inventé un nouveau festival qui s'appelle le Festival de poésie, qui s'appelle Les mots sur la toundra. Mhm. Puis ça, c'était un festival magnifique parce qu'en fait, les poètes fournissaient un poème et ces poèmes-là étaient projetés sur le paysage enneigé de la Ah, c'est toundra cool. comme un générique de film. Et je dois dire, là, sérieux, là, quand que j'ai parti le film pour qu'on voit le texte défiler sur la toundra, sérieux, là, j'ai crié tellement que c'était magnifique parce Ah, que les mots dansent en... Parce que la toundra, c'est vraiment, il y a plein de reliefs. Tu sais, il y a des roches, des dunes. Puis de voir les mots danser comme ça, c'est tellement magnifique. Puis, tu sais, pour la première édition l'année passée, on a eu l'honneur tu sais, d'avoir des grands poètes qui ont partagé des poèmes avec nous, dont Gilles Vigneault, ah puis ouais. Weber, qui est un rappeur montréalais. Je veux dire, moi, j'ai été honoré de leur contribution, puis des autres qui ont participé. On a eu des enfants jusqu'à des personnes âgées qui ont fourni des poèmes, puis ça a été tellement magnifique. Là, j'espère que cette année, le COVID va se calmer, puis qu'on va pouvoir avoir un événement un petit peu plus normal. Mais c'est certain que cette année, on répète l'expérience. C'était tellement magnifique, là. Mais Wow. c'est ça, c'est de créer des choses différentes, tu sais, de penser autrement. Comme là, on est en train d'avoir... ben, on a plein de projets, mais entre autres, là, on a l'idée d'inventer un nouveau festival de films, de courts-métrages ici à Quélouit, où on projetterait les films sur les bâtiments, puis ce serait tout pas mal en extérieur. Il y aurait quelques événements intérieurs, mais on veut, dans le fond, incorporer la communauté dans les films qui vont être projetés. Alors, on verra bien ce que ça va donner, mais notre idée, c'est de faire ça dans la période des ténèbres que moi j'appelle. C'est
quand on arrive l'automne, les journées raccourcissent incroyablement. Je veux dire, tu sais, dans le sud du Canada, on le voit déjà en octobre, novembre. Ouais. C'est des mois où le taux de dépression est le plus élevé. Et pourtant, quand on regarde dans le sud, vous avez beaucoup de lumière en novembre. Ici, je veux dire, quand on arrive au 21 décembre, puis que vous avez même pas 3 heures de soleil par jour, Mhm. les pénombres sont là la majorité du temps. Je veux dire, si on monte un petit peu plus haut, par exemple comme à Resolute ou Pond Inlet, Multimétallique, je veux dire, au 21 décembre, c'est une nuit qui dure des mois. Alors, c'est pas banal. Et on veut utiliser cette période de ténèbres pour amener la lumière, être festif. Puis on pense aussi à d'autres projets, là. On veut peut-être aussi faire un festival de lumière aussi. En tout cas, Ouais. on a comme, c'est ça, c'est créer une culture, ça se crée avec des idées, des projets, puis des projets collectifs, idéalement. Mais parlons luminosité, justement. Moi, l'hiver passé, je l'ai passé Ouais. dans le nord de l'Alberta, puis je suis passé un bout en Finlande, puis c'est la première fois que je vivais Ouais. cette sorte de nuit éternelle pendant ces longues journées. Mm. Et la moitié de l'année, au-dessus d'une certaine latitude, il fait très très sombre, et l'autre moitié, il fait jour toute la journée Ouais. pendant l'été. Euh, Ouais. je Ouais. voulais te Ouais. demander, le manque de luminosité, tu sais, ça peut avoir un impact assez important sur nous humains. Donc, comment on s'y acclimate quand on vient pas de cet endroit-là? On voit plusieurs stratégies d'adaptation. C'est sûr que faire de l'exercice puis aller dehors, est une excellente. Tu sais, je veux dire, quand on est des courts moments de luminosité, Tu vas profiter de chaque c'est instant. bon de prendre. Ouais, c'est ça, profitez de chaque instant. Puis si vous avez une pause dîner, tu sais, sortez dehors, allez voir le soleil. Tu sais, au moins, ça va plus vous nourrir que de rester à l'intérieur. Ça, c'est une chose. On voit aussi beaucoup de gens qui vont utiliser des lampes à plein spectre. Hmm. Donc, c'est des petites séances de 15 minutes à la fois. Puis, dans le fond, c'est une lumière plein spectre, donc c'est pareil comme si vous seriez au soleil. Fait que ça peut contribuer. L'autre stratégie qu'on voit aussi, c'est des gens ils vont consommer des vitamines, comme la vitamine D, justement pour Ouais. compenser le manque de lumière. Et une autre chose, c'est d'être actif. Tu sais, dans le sens, pas juste physiquement, mais continuer de voir du monde. Parce que c'est sûr que le manque de lumière, c'est clairement, ça peut amener un état dépressif. Ouais. Puis là, si vous vous isolez, vous allez vous enfoncer encore plus profondément dans la dépression. Puis ici, bien sûr, je veux dire, on le constate là, facilement. Là. On voit ceux qui réagissent plus au manque de lumière. Tu sais, ils vont être plus tranquilles, ils vont se retirer des activités sociales, ils vont devenir plus ermites. Puis là, le spectre de réaction est très vaste. Il y en a qu'on voit aucune différence. Puis il y en a d'autres qui frôlent la dépression, si ce n'est carrément la dépression. Là. Hmm. Fait que c'est vraiment, on a toute la gamme. Fait que c'est de faire attention. C'est un peu comme l'hiver, en fait. Il faut pas le combattre, il faut y aller, il faut vivre avec. Ouais, exact. Ouais, tu t'as donné un exemple. Moi, je vais partager ça parce que c'est sympathique. Moi, je me souviens, il y a une journée, l'année passée, c'était en plein hiver, OK, quand que les journées font même pas 3 heures. Tu sais, je veux dire, tu pars travailler, il fait noir, tu reviens de travailler, il fait noir depuis déjà plusieurs heures. Tu sais, c'est fou, là, tu rentres de travailler à 5h30, puis ça fait déjà plus de 5 heures qu'il fait noir, là, tu sais, j'exagère, là, mais à peine. Mhm. Fait que c'est quand même particulier, là, tu sais, t'as tout le temps l'impression qu'il est comme minuit, tu sais. Puis je vais toujours me souvenir, il y a une journée, je revenais du travail, il faisait complètement noir. Puis pour me rendre à ma cabine, où ce que je dors, là, ma cabane, là, je traverse une partie de toundra. Fait que je passe dans le milieu de rien. Puis je vais toujours me souvenir, il y a une journée, je reviens de l'école comme ça. Puis je vois que entre où ce que je me trouve et ma cabine, dans plein milieu de la toundra, je vois un Inuk avec une pelle en train de pelleter dans le milieu de la toundra. Puis de loin, ça pique ma curiosité, je suis étonné. Puis tranquillement, quand je m'approche, je vois qu'il est en train de faire un chemin dans la toundra, au milieu de rien. Puis quand finalement j'arrive vis-à-vis lui, on discute, on se présente, puis et finalement il me raconte que là, il est en train de préparer la piste de skidoo pour l'hiver qui approchait. Parce que, tu sais, quand il y a de la neige un peu, ils font pas de skidoo, ils attendent que ce soit bien couvert pour pas briser les skidoos avec les roches. Ouais. Alors lui, il préparait, il mettait des tas de roches pour qu'il voit où le chemin où passer, tout ça. Puis quand moi je suis arrivé vis-à-vis lui, il était en train de la piste de skidoo qu'il avait sculpté, il était en train de pelleter un chemin pour moi, pour me rendre chez moi, puisqu'il avait vu les traces de pas dans la neige. Puis là, il était en train de pelleter un chemin vers ma cabine. Puis ça m'a comme touché, puis ça a été intéressant. Puis ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'à un moment donné, dans la discussion, il me dit, tu sais, il dit, quand il fait noir comme ça, il faut s'occuper.
faut jouer dehors, il faut se donner des projets, il faut faire des choses. Puis j'ai trouvé ça très sage de la part de cet Inuk-là. Tu vois que dans le fond, c'est de rester actif, aller dehors, prendre l'air frais, puis bouger pour pas rester chez soi puis commencer à broyer des idées noires. Tu sais. Ouais. Fait que moi, j'ai pris cette leçon-là. J'ai trouvé ça bien sympathique. Puis moi, c'est ça, je me donne la peine de marcher tous les jours dehors, tout le temps. Là. Je marche minimum 1 heure tout le temps, là, peu importe les saisons. Puis ça, c'est le strict minimum. Là. C'est sûr que l'été, quand les journées sont excessivement longues, quand on arrive le printemps puis que vous avez 18 heures de soleil, 20 heures de soleil, là, c'est magnifique faire de la rando parce que vous avez encore le couvert blanc, mais là, vous avez une luminosité qui finit pas. Là. Ouais. Moi, j'ai déjà fait des expéditions au printemps que je pars, il est 1h30 du matin, puis il fait déjà clair. Puis là, tu marches 12 heures, puis je veux dire, il est à peine passé midi, tu sais. T'as la moitié de la journée de fête, puis t'as déjà marché 12 heures, tu sais. Fait que ça, c'est une période qui est vraiment sympathique. Mais là, on est à l'autre extrême, tu sais. C'est dans la pleine lumière, tu sais. Ouais, t'as l'air d'être quelqu'un pour qui la vie, ben, ça se vit au présent, mais je me demandais, est-ce que tu fais des plans, des projets, de la visualisation, ou pour l'instant, tu te vois juste au Nunavut, puis c'est tout ce qui compte? Ben, moi, je t'avouerai que dans un passé lointain, je réfléchissais à moyen long terme. Puis ça, c'était comme, tu sais, planifié, structuré, organisé, tu sais où est-ce que tu t'en vas dans la vie. Puis ce qui est drôle, c'est que l'année passée, quand j'ai osé faire mon changement de vie, que j'ai vendu ma maison le prix qu'elle m'avait coûté à bâtir 12 ans plus tôt, puis que j'ai donné tous mes biens, j'ai réalisé dans cette période-là que la magie de la vie est beaucoup plus grande que des prédictions à long terme. Parce que je dois dire, quand j'ai osé faire mon changement de vie là, il y a plus d'1 an, il s'est passé tellement de choses incroyables que c'est là que j'ai réalisé que quand tu n'as pas de plan, tout devient possible. Je veux dire, Ouais. quand j'ai fait mon changement de vie, là, c'était juste incroyable à quel point les choses changeaient. Je veux dire, te donner un exemple. OK, un moment donné, quand j'avais décidé que j'allais donner mes biens, je les donnais tranquillement ici et là. J'essayais de prendre mon temps, mais là, un moment donné, je voyais que le temps qui me restait pour vider ma maison avant que les nouveaux propriétaires arrivent commençait à être court. Fait que j'ai eu l'idée tout simplement, petit geste banal, faire un message sur Facebook un jeudi soir, je vais toujours me souvenir, 22 heures, je fais un petit message, puis là j'explique comment je veux fonctionner, que je donne mes biens gratuitement, que mes seules conditions c'est que vous prenez seulement ce que vous avez besoin, que je veux rien en retour et qu'en échange vous allez aider votre prochain dans le futur, de la façon que vous voulez, que ce soit de rendre service, peu importe. Hmm. Et je mets ça jeudi soir, 10 heures le soir. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé puis j'ai ouvert mon ordinateur, ça avait juste pas de sens. J'avais reçu des centaines de messages. Je veux dire, dans les heures qui ont suivi, j'avais tellement de messages que là, j'ai comme. Je pouvais pas gérer de mettre de côté les choses. Il y avait ben trop de demandes. Fait que là, j'ai transformé ça en journée porte ouverte pour que les gens viennent chercher ce qu'ils veulent. Puis là, ça a juste été complètement débile. Je veux dire, Radio-Canada, il y a plein de médias qui sont venus dans le portrait. J'ai passé à la radio, dans les journaux, à la télé. Tu sais, je veux dire, ça avait juste pas de sens. Là. C'était comme surréel. Mais il y a eu tellement de plein de belles choses magnifiques qui se sont passées. Puis c'est pour ça que cette partie-là de ma vie m'a fait réaliser que c'est là que j'ai arrêté de planifier longtemps en avance. Dans le fond, je fais des projets, je réalise ces projets-là, puis pendant que je suis encore dans un projet, déjà, il y a d'autres projets qui émergent. Je veux dire, moi, pour les gens qui me connaissent, ils savent que, tu sais, moi, mes amis rient de moi un peu parce que à chaque fois qu'ils me voient, ils vont me dire, hey, t'es sur quel projet, là? Tu sais, parce qu'ils savent que j'ai tout le temps quelque chose de différent, puis je suis un gars qui est beaucoup autodidacte, tu sais. Moi, j'apprends par projet. Fait que j'ai le goût de faire quelque chose, je sais pas le faire, ben je vais le lire, je vais apprendre. Tu sais, comme par exemple, la première fois que j'ai bâti une maison, j'en ai bâti 2 maisons à moi. La première, je n'étais pas architecte, puis je n'étais pas ébéniste, puis ni charpentier, mais j'ai lu l'architecture pendant 6 mois, puis après ça, j'ai fait des plans de maison, j'ai fait des centaines de plans, puis quand j'ai eu un plan que j'étais pas mal satisfait, je l'ai fait corriger par un architecte, puis finalement, il a fait juste une correction. Puis après ça, j'ai bâti, puis tout ça, mais c'est ça, tu sais, j'apprends
parce que j'ai un intérêt d'apprendre, parce que c'est un projet qui me tient à cœur, je veux faire. Ouais. Puis j'ai toujours fonctionné de même. Puis là, je fonctionne encore plus comme ça. Quand j'ai fait mon changement de vie, puis que là, les médias sont mis dans le truc, tout ça, c'est comme devenu fou. Puis il y a une journée, c'est ça, je recevais tellement de messages. Puis, tu sais, moi, mon changement de vie, c'était pour aller vers l'humain. Fait qu'on s'entend-tu que si les gens m'écrivaient, je prenais la peine de répondre personnellement à chaque Ouais. message qu'on m'envoyait. Je faisais pas un copier-coller de trucs, là. À chaque fois, je prenais la peine, puis je prenais la peine d'écrire un message personnel à ces personnes-là. Mais ça devenait complètement fou, là. J'essaie juste d'imaginer des gens, des personnes connues que ça doit être juste incroyable. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, il faut que je m'aide à avoir des stratégies. Puis là, j'ai décidé une journée, je vais toujours me souvenir, j'étais en voiture. Puis là, je me suis dit, bon, comment je peux gérer ça? Ça n'a plus de sens, mais je veux continuer à être personnel dans mes réponses. Fait que là, j'ai eu l'idée de, ben, je vais faire un spectacle pour que les gens, on se rencontre, puis qu'on puisse discuter, puis se poser des questions. Puis j'étais au volant, puis j'ai appelé ma copine que j'avais à l'époque, puis j'ai dit, hey, tu peux-tu téléphoner au Théâtre Granada, puis voir, tu sais, c'est quoi qui est disponible. Puis finalement, il y avait, dans la semaine qui suit, il y avait une date, puis comme par hasard, c'était la veille de mon départ de la maison. Ah, wow. Fait que Ça, j'ai booké le Théâtre Granada à Sherbrooke, puis on a donné les billets gratuitement aux gens, puis on a fait une belle soirée. J'ai osé écrire à des artistes que j'aime, la majorité ont accepté de venir faire une chanson. ah, c'est Fait qu'on a cool. fini par faire une petite soirée de variété. Ouais. Ça a été, moi, c'est ça. Puis je veux dire, tu m'aurais dit ça il y a un an, tu vas faire un spectacle au Théâtre Granada, je serais parti à rire. Mais pourtant, j'ai eu l'idée, puis la semaine d'après, je le réalisais. Alors, c'est pour ça que maintenant, je me dis, tout est possible. Alors, réalisons, tentons de repousser la limite du possible. Parce que je crois que quand tu fais l'expérience de te débarrasser des choses matérielles et qui deviennent un poids, en fait, on le réalise pas souvent, mais on parlait au début de ce Mhm. podcast de ta vie en tant que fonctionnaire et toutes Ouais. ces choses qui nous tiennent, en fait, finalement, on en devient un peu esclave ou plus asservi Mhm. plutôt que elles nous servent à quelque Ouais. chose. Et tout à coup, quand on fait cette expérience Mm. que ce soit peu importe comment on l'appelle, simplicité volontaire, minimaliste, minimalisme, whatever, c'est Mhm. ça, tout d'un Ouais. coup, c'est comme si tout devient disponible dans ton esprit et il y a beaucoup de place à des nouvelles choses. Et peut-être c'est pour ça aussi que tout à coup, dans ta vie, tous les gens qui changent de vie ou qui tentent, comme tu dis, qui tentent leur chance pour quelque chose qui leur tente, ça, tout à coup, tout leur sourit en fait, parce que eux-mêmes ils sourient aux opportunités et ils sont pas à penser Mm, à mm. booker leur voyage dans un an à cet endroit pendant 3 jours, alors qu'ils, tu vois, parmi les 8 jours de vacances qu'ils ont dans l'année. Parce que quand on vit une vie comme ça, finalement, c'est peut-être pour ça aujourd'hui c'est un peu célébré aussi. Tu vois, tu disais tous les gens étaient intéressés, les médias et tout ça, par ton projet, par ton changement de vie. C'est parce que peut-être Mm. l'humain, il le sait qu'il y a quelque chose d'un peu... il n'y a pas vraiment beaucoup de sens à rechercher le travail à temps plein, d'avoir Mm. une maison avec une hypothèque, de s'endetter et Mm. tout. Mm. Et donc, dès qu'il y a quelqu'un qui sort un peu de ce moule-là, ça fait tilt dans l'esprit de certains. Puis peut-être beaucoup vont rien faire et vont juste être inspirés, mais si tu arrives à en inspirer une, deux, trois autres personnes, tout à coup, tu plantes un peu Mm. cette graine-là du nomadisme volontaire, comme toi tu l'appelles. Mm. Je trouve ça assez beau, en fait, et c'est pour ça que je voulais t'avoir dans ce Mm. podcast. En fait, on peut te retrouver sur ton podcast qui s'appelle Nomade Boréal, qui passe à la Ouais. radio. Hein, c'est à la radio Ouais, locale c'est ça. là-bas à Iqaluit. Donc, pour tous les gens qui nous écoutent à Iqaluit, Exactement. Ouais. c'est c'est CFRT, c'est ça? Exactement, c'est CFRT 107.3 FM et ici à Iqaluit. Leurs émissions sont aussi disponibles en ligne sur leur page Internet. C'est disponible en podcast aussi. Puis toi, t'es sur toutes les plateformes de podcast pour ton Ouais, je suis podcast? sur plusieurs, là. Entre autres, on me trouve sur Spotify, OK. Anchor OK. aussi. Ah, et je voulais te demander, toi qui tu pars souvent en Oui. rando là, dans des températures extrêmes, et justement, on parlait un peu matériel. En termes en technique, comment tu enregistres ça, tu sais, avec les grands froids, puis ça doit pas être Ouais, évident. ben moi, toutes mes émissions de Matt Boreal sont enregistrées en extérieur. Puis dans le fond, j'ai un petit microphone Zoom H2N. Ouais. C'est ça que j'utilise. J'ai aussi un H5 de Zoom aussi. C'est ça l'équipement que j'utilise.
Et tu le Alors, protèges du super simple, froid? hein? C'est Tu le fou, hein? protèges... Est-ce que tu le protèges du froid? Parce que Ouais, les piles, mais ça... moyen. Ah, OK. Ouais. Ouais, mais c'est quand même drôle. Moi, je trouve le H2N, c'est un beau petit micro. Tu sais, c'est comment je peux dire? C'est pas entrée de gamme, mais Ouais. c'est très abordable. Genre, tu sais, comme le H5 qui est plus dispendieux, mais je trouve que le H2, là, moi, pour partir en rando, je l'aime bien. C'est super léger. La durabilité des piles là-dedans est excellente. Je veux dire, je fais juste regarder cet été, dans la dernière expédition, je pense que je dois avoir enregistré au moins quasiment une vingtaine d'émissions. Puis j'ai passé 2 piles. C'est incroyable, là. J'ai, Wow. j'ai Ouais. des dizaines et des dizaines d'heures de matériel. Puis je veux dire, si vous avez des bonnes piles, là, ça fait vraiment la job, là. C'est incroyable, là. Ouais. Alors, non, moi j'aime bien. C'est un petit simple. Puis là, c'est sûr que là, cet été, je me suis acheté un filtre supplémentaire pour mettre sur le microphone pour essayer de couper le vent. Bien Mhm. que des fois, c'est le fun d'entendre le vent, parce que tu sais, ça donne un peu l'impression, on l'entend le vent. C'est quand même sympathique de pas trop le couper, le vent, là, mais. Et j'avoue, surtout dans l'Arctique, vous êtes servi avec les vents. Ouais, 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 vraiment, là. J'avoue que c'est assez impressionnant. Quand tu vois les. Tu sais, la première fois que tu vis un blizzard, moi j'ai adoré vivre un blizzard la première fois. On m'en parlait, mais c'est incroyable, là. Je veux dire, dans les blizzards, les vents peuvent monter jusqu'à 120 km/h. Je sais pas Ah. si vous réalisez, là, mais c'est comme si tu ferais de l'excès de vitesse sur l'autoroute puis que tu te sors la face dehors, là. Tu sais, Mhm. c'est énorme, là, comme vent, là. Tu as de la difficulté à marcher, là. Tu sais, les enfants partent au vent là, à 120 km/h, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est pas banal, là, tu sais. On voit des bâtiments qui sont abîmés par ces grandes rafales-là. Surtout quand les vents viennent du nord. Le vent du nord, c'est un vent qui est dense, qui est lourd, et qui déplace énormément. Mais en même temps, il y a quelque chose de magique là-dedans. L'ambiance d'un blizzard, moi, j'adore. Je veux dire, moi, quand il y a un blizzard, tu sais, la ville se ferme, on demande à tout le monde de rentrer. Mais moi, je vais être de ces rares-là qui s'amusent à sortir dehors. Moi, les moments de blizzard, pour moi, c'est des moments de hyper créativité. Moi, ça me stimule énormément. Ouais, c'est le Je veux chaos, dire, les hein. derniers blizzards, j'ai... Ah, je veux dire, moi, c'est une inspiration incroyable. Et mais justement, tu nous as raconté une anecdote. Il y a plein d'autres anecdotes dans tes podcasts. Donc, je recommande à tous ceux que ça intéresse de se rendre là-dessus. Puis dans le futur, j'imagine, il y en aura toujours plus. Et tu parles aussi de choses de ton passé, tu sais, d'autres voyages. Donc, pas que de l'Arctique, mais donc Mhm. c'est vraiment Ouais, cool. ouais. Puis mais moi, je t'invite à aussi, dès que tu as un projet, on peut refaire un podcast. Parce que, écoute, c'était drôle quand tu parlais de ces festivals participatifs et de poésie, de Ouais. littérature, de films. C'est avec ma plateforme aussi, grâce à YouTube aussi, qui a été une aventure assez intéressante depuis 5 ans, là. C'est aussi ce que je fais et donc je me retrouvais beaucoup dans ce que tu disais. Donc n'hésite pas si tu as d'autres projets ou d'autres C'est choses que tu cool. voudrais raconter, dont si ça te tente de parler, t'es le bienvenu en tout cas. Et merci beaucoup Mm. d'être venu. Ben, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Ça a été super sympathique de parler avec toi. Très belle rencontre. Je suis bien content de t'avoir rencontré virtuellement, mais Yes. bien enchanté. On aura sûrement l'occasion de se reparler ou peut-être même, qui sait, un jour se croiser à quelque part dans une toundra ou sur une rivière ou peu importe. Yes. Ben, le meilleur pour toi, puis à la prochaine, hein. Ouais, ouais, même chose pour toi. Je te souhaite tout le bonheur du monde, puis que la vie te porte dans des contrées qui vont te gonfler le cœur de bonheur. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, partagez les épisodes sur vos réseaux. Laissez-moi 5 petites étoiles sur vos apps de podcast, ça aide vraiment. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur YouTube et à lundi prochain pour un nouvel épisode du Show Nomade. Portez-vous bien et vive le van. Ciao!